Bonjour Aminata Diallo, merci d'accorder votre toute première réaction à RMC. Vous répondez à nos questions avec Anthony Reich. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline, bonjour Aminata Diallo. Bonjour à vous. Et je Merci voudrais encore rappeler... de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Je voudrais rappeler le contexte, en effet, parce que vous vous exprimez aujourd'hui dans ce contexte où vous êtes mise en examen depuis le 16 septembre dernier, dans l'affaire de l'agression de votre ex-coéquipière au Paris Saint-Germain, Keira Amraoui, agressée le 4 novembre 2021. Vous êtes placée sous contrôle judiciaire depuis le 21 septembre. Vous aviez été incarcérée pendant 5 jours. Vous êtes poursuivie pour les chefs d'accusation de violences aggravées et association de malfaiteurs. Aminata Diallo, notre première question, elle est toute simple. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ça a été un moment très difficile pour moi. Un choc. Le fait d'être incarcéré, c'est un choc carcéral. Une blessure que je vais garder pour moi aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est pas facile. Aujourd'hui, je suis en train d'avancer petit à petit et je vais mieux, beaucoup mieux. Aminata Diallo, comment vous avez vécu justement ces 5 jours d'incarcération suite à votre mise en examen il y a quelques semaines ? Pour être honnête, les 2 premiers jours, c'est comme si que j'étais plus là. Voilà, j'ai pas bougé de mon lit, j'ai été beaucoup en pleurs, ça a été très difficile. Mais je savais que mes avocats étaient en train de faire le nécessaire pour préparer ma défense et j'étais persuadée. Je voyais pas les choses autrement que le fait que le mercredi j'allais quitter la prison. Après j'ai eu du soutien là-bas, le service pénitentiaire, même les détenus ont essayé à leur manière de m'apporter leur soutien et ça aussi c'est un épisode de ma vie que je n'oublierai pas. Aminata Diallo, je voudrais qu'on parte du point de départ, cette fameuse soirée du 4 novembre dernier. Vous revenez d'un dîner, un dîner de cohésion. Vous êtes à bord de votre véhicule avec vos coéquipières. Il y a Sakina Karchaoui et il y a Keira Amraoui. Je voudrais que vous nous racontiez cette soirée de votre point de vue et d'abord comment vous l'avez vécue et qu'est-ce qui s'est passé, le déroulement. Alors effectivement, on avait un dîner de cohésion puisqu'il y allait avoir une période importante de la saison, de matchs très importants pour différentes compétitions dans lesquelles le PSG avait pour objectif de les gagner. Donc le club avait organisé ce repas-là pour souder un peu le groupe, les liens, même si avant ça, bien sûr, le groupe vivait plutôt bien, voilà, plutôt des bons rapports. Donc la soirée s'est passée assez normalement pour le départ. Et puis après le repas, je retourne du côté du 78 pour déposer mes coéquipières, effectivement, qui habitent toutes les deux à Chatou. Et au moment où on arrive à Chatou, je dépose en premier lieu Sakina Karchaoui. J'ai vu qu'on avait dit que j'avais insisté pour la déposer en première et c'est sous-entendre du coup pour pouvoir me retrouver toute seule avec Madame Amraoui, ce qui est faux puisque Sakina Karchaoui elle-même lors de son audition auprès des enquêteurs indique que c'est elle qui m'a demandé de la déposer en première pour pouvoir regarder la seconde mi-temps du match OM Lazio en Ligue Europa. Donc je n'ai pas insisté pour déposer Sakina Karchaoui, je l'ai fait tout naturellement à sa demande et puis parce que dans Oise j'avais mis l'adresse de Sakina, l'adresse que j'avais mis à l'aller, donc comme c'était la première adresse, voilà pourquoi je l'ai mis au retour. Dans le rapport des enquêteurs que l'on a pu se procurer, Aminata Diallo, il y a un autre aspect soulevé par Keira Amraoui, c'est votre attitude au volant lors de ce trajet retour, de ce dîner de cohésion, où vous êtes très souvent avec votre téléphone, sous-entendu que vous envoyez des messages. Est-ce que vous confirmez cette attitude-là et est-ce que ça peut aussi induire des messages envoyés, par exemple, aux personnes, aux agresseurs de Keira Amraoui ce soir-là? Alors sur ce fait, de mes souvenirs, et c'est ce que j'avais indiqué au mois de novembre, non, j'étais pas spécialement sur mon téléphone. Après, habituellement, c'est vrai que je suis souvent sur mon téléphone au volant, c'est pas une bonne chose, mais ça, je pense que lors de toutes les sonorisations de mon véhicule,
Les enquêteurs ont pu le constater. Il y a énormément de personnes aussi de mon entourage qui le témoignent. Sakina Karchaoui aussi, je crois, l'a dit aux enquêteurs, a précisé que j'étais pas forcément beaucoup sur mon téléphone cette soirée-là et que la plupart du temps, il m'arrive d'être au téléphone. Et puis, je crois aussi que au niveau des agresseurs, ils n'ont en aucun cas dit que j'avais envoyé des messages, voilà, pour essayer de les indiquer de notre position ou autre. Donc ça, c'est encore un élément qu'on essaye d'ajouter pour essayer d'induire la piste vers moi. Vous déposez alors Sakina Karchaoui dans cette rue à Chatou, commune des Yvelines, et à nouveau dans ce rapport et dans le témoignage de Madame Amraoui, elle évoque une très faible allure au moment où vous déposez Sakina Karchaoui, votre autre coéquipière, qui pourrait provoquer ce début d'agression et du coup la venue des agresseurs. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Encore une fois, c'est un élément qu'on essaye de mettre à ma charge, qui n'est pas prouvé aujourd'hui. Je roulais, comme je l'ai indiqué, dans une allure normale pour cette rue-là, où c'était une rue un peu étroite, pas grandement étroite, mais étroite quand même, où il y avait des voitures garées à droite et à gauche, en zigzag. Donc je roulais dans une allure normale pour cette rue-là, en fait. Je ne pouvais pas rouler très vite, mais je ne roulais pas très doucement. Est-ce que vous pouvez, Aminata Diallo, nous raconter le moment de l'agression ? Comment ça se passe ? Vous êtes surprise ? Oui, très surprise. En fait, on est en pleine nuit à ce moment-là. C'est une rue qui n'est pas éclairée. Et si mes souvenirs sont bons, on arrive à hauteur d'un camion blanc, où les agresseurs semblaient être cachés derrière ce camion et apparaissent d'un coup au niveau de mon capot. Donc ils ont commencé à taper sur mon capot, ça allait très très vite, tout cassé 30-40 secondes. Un est venu de mon côté, l'autre du côté de Kera Amraoui, où ils ont ouvert les portières. Je sais plus s'ils nous ont demandé de les ouvrir ou quoi, mais je pense qu'ils ont ouvert les portières. Celui qui était de mon côté m'a molesté. On oublie aussi ça de le dire, m'a insulté, a essayé de me dire qu'il fallait que je lui donne de l'argent. De l'autre côté, Kera est sorti de la voiture. Je pense que c'est l'agresseur qui l'a tiré, qui lui a effectivement adressé des coups de barre. Et je l'entendais crier. Et je crois qu'ils ont vu une lumière. Quelque chose, une lumière, une voiture qui les a fait fuir et où ils sont partis en courant. Ça a été très rapide et à ce moment-là, donc Kera s'est relevée très rapidement et rentrée dans ma voiture. Elle avait la main en sang et elle criait de douleur. La voiture, elle était ouverte ? On a constaté le lendemain, quand on était à la police judiciaire de Versailles, et puis avec aussi le témoignage qu'on a raconté l'histoire à Kadi Diatou-Diani, qui nous a effectivement confirmé qu'elle venait de remarquer peut-être une semaine avant que la voiture ne se verrouillait pas toute seule. Ce qui nous a étonnés, parce que les voitures récentes, normalement, sont verrouillées. Et en fait, effectivement, on a constaté que la voiture, si manuellement tu ne la verrouillais pas, elle ne se verrouillait pas toute seule. Mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant et on n'était pas informés de cela. Donc la voiture pouvait s'ouvrir de l'extérieur. Cette agression est très courte, mais est-ce que vous avez le temps de voir quelqu'un qui observe, un guetteur, par exemple ? Non, il faisait vraiment noir. Puis sur le coup, on est très très choqués. On ne sait pas comment réagir. Ça allait très très vite. Le fait de voir deux hommes arriver cagoulés, sur le coup, ça fait vraiment peur, quoi. Les autres suspects mis en examen dans cette affaire vous présentent comme la commanditaire de l'agression de Kera Amraoui. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Oui, c'est ce que j'ai appris au moment de ma reprise de garde à vue. J'ai été très étonnée. Au moment où je vois dans les médias, quelques jours avant qu'on a attrapé les agresseurs, j'étais plutôt soulagée. Voilà, avec mon entourage, on discutait. Je me disais qu'enfin, j'allais sortir de cette histoire. Et puis, il s'avère que finalement, ils m'ont désigné comme étant la commanditaire. Pourtant, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. J'ai jamais été en contact avec. J'ai jamais parlé avec eux. Et aujourd'hui, ça, c'est établi, voilà, par les enquêteurs dans l'enquête. Pareil, il n'y a aucune personne de mon entourage qui les connaît. J'ai jamais été dans leur ville dont ils sont originaires. J'ai pas d'attache là-bas. Donc, je ne peux pas expliquer pourquoi
ils me désignent comme étant la commanditaire. Je trouve ça assez étonnant, déjà qu'ils l'ont fait très rapidement en arrivant, sans pression. Et puis, surtout, parce qu'ils ne veulent pas dire la personne qui les a envoyés. Ça pourrait être qui Ça pourrait être qui, cette personne, de représailles, si mais je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas réponse à cette question-là. Aujourd'hui, avec tout le flou qu'il y a autour de cette affaire, j'ai pas réponse à cette question-là. Mais ça m'étonne quand même que des agresseurs, ne veulent pas donner le nom de la personne qui les a envoyés, mais qui disent juste, mais en tout cas, c'est pour Aminata. Voilà. Je trouve que c'est trop facile. Et puis, depuis 10 mois, on me désigne dans les médias comme étant commanditaire. On a raconté déjà cette histoire et j'ai l'impression qu'ils ont juste repris un peu ce qu'ils ont vu dans les médias. Et derrière, il y a beaucoup d'incohérences dans toutes leurs déclarations à tous les agresseurs. Pourquoi on aurait pu avoir envie d'agresser Kiara Amraoui et de nuire à sa santé ? J'ai pas réponse à cette question-là. Avant l'agression, en tout cas, je ne l'avais pas forcément. Après l'agression, mais là, c'est toujours, ça arrive souvent. Donc après l'agression, après ma garde à vue et dans laquelle je suis sortie sans aucune charge. Et non, il y a beaucoup de personnes qui m'ont témoigné leur soutien. Et il y a aussi des personnes qui se sont forcément manifestées à mon égard ou autour de personnes que je connaissais. Et là, ils vont tous dire qu'elle a pas mal d'ennemis. Donc c'est aussi facile. Je ne sais pas si elle avait des ennemis qui lui en voulaient au point d'en arriver là. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question. Avez-vous reçu des pressions, des menaces dans les jours précédant l'agression ? Non, j'ai reçu aucune pression, aucune menace des jours, avant l'agression. Après, il y avait eu une histoire d'appel, voilà, où il y avait des choses qui avaient été dites. Où Kiara Amraoui aurait dénigré certaines de ses coéquipières ou qui a été dénigrée aussi par qu'un individu qui se présentait comme étant son ex. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'éléments qui laissaient entendre qu'il y allait avoir une possible agression. Et votre relation à toutes les deux, comment vous la qualifieriez ? On a quand même l'impression que vous étiez copine, amie, puis vous êtes devenue concurrente, voire peut-être ennemie. Là aussi, je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de démontrer, ce qui n'était pas totalement le cas. Kiara Amraoui, ça a été une coéquipière depuis mon arrivée, depuis notre retour au mois de juillet. Avant ça, ça a été une amie avec qui je partais souvent en vacances ces dernières années. J'ai vu, par exemple, pendant le passage de mon avocat à TPMP, des messages qu'on m'associait en fait, où on disait que j'avais dit que j'allais me rapprocher d'elle pour lui prendre sa place, ce qui est totalement faux, puisque ça veut dire que j'aurais imaginé il y a 4 ans déjà me rapprocher d'elle pour lui prendre sa place en 2021. Donc je savais déjà qu'en 2021 on allait dans le même club, ce qui est totalement faux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été sorties dans la presse concernant des sonorisations où c'est vrai qu'il y a eu des messages véhéments envers Kiara, mais c'était après l'agression surtout. Après l'agression, donc forcément que je lui en voulais un peu je la prenais un peu comme responsable de ma garde à vue, que je trouvais injuste, mais il y a beaucoup de messages aussi qui ont été bienveillants envers elle, que ce soit avant l'agression ou que ce soit après. Parce que mon entourage, c'est vrai que c'était une personne qui n'était pas appréciée de tout le monde, et mon entourage était peut-être même plus touché que moi. Il en voulait peut-être plus que moi de ce qui m'était arrivé. Et j'ai été par moments dans l'apaisement. Mais ça, on ne va pas le mettre dans le rapport parce que c'est des éléments qui sont à décharge. Ça veut dire que vous imaginez que le rapport il est plutôt à charge, on va y revenir, mais quand même il y a une chose que je comprends pas très bien, c'est que il y a au départ vraiment une complicité entre vous, vous êtes amis, vous partez en vacances ensemble et vous dites après l'agression, ben oui j'ai des messages véhéments, mais parce que je lui en veux. On a plutôt envie de dire que quand on a une amie proche qui se fait agresser et qui perd quasiment la possibilité de jouer ou d'user ses jambes alors qu'elle est footballeuse, on a plutôt envie de la plaindre que de lui en vouloir, quoi.
Déjà, moi qui ai été présente pendant l'agression, bien sûr que j'ai été très touchée par ça. Après, perdre l'usage de ses jambes, le lendemain, elle pouvait marcher sans minimiser ce qui est arrivé. Hein. Et encore une fois, pourquoi je lui en veux, pourquoi je l'en voulais, c'était parce que dans ses témoignages, lors de ma garde à vue, j'avais compris qu'elle avait orienté les enquêteurs vers ma piste. C'est pour ça que je lui en voulais, pas parce qu'elle s'est fait agresser. Je pense qu'on mélange un peu tout. Bien sûr que c'est une victime. Elle a été victime d'agression, ça on va pas le nier, et bien sûr que ça m'avait touché, mais c'est plus par la suite, par rapport à ses déclarations aux enquêteurs, qui pour ma part me semblent être un peu faussées, et pour pouvoir orienter la piste vers moi, où c'est là où je l'en ai voulu. Aminata, vous parliez des messages véhéments, mais quand on retrace le rapport de l'enquête, il y a des messages avant cette agression, notamment au moment du rassemblement en équipe de France en octobre, où on sent quand même une injustice de votre part, de ne moins jouer que Kéra Amraoui, ou de ne pas être sélectionné en équipe de France au détriment de Kéra Amraoui. Alors, ces messages qui datent d'avant l'agression, au moment de la sélection de Kéra Amraoui, c'est des messages avec mon cousin, qui on est très proches, et qui, lui, peut-être a des messages un peu véhéments envers cette personne, parce que c'est une personne depuis un moment qui pensait qu'il n'était peut-être pas une bonne fréquentation pour moi. Moi, par rapport à ma sélection en équipe de France, je ne tiens pas Kéra Amraoui pour responsable. Pendant 3 ans, on n'a pas été sélectionnés toutes les deux. Donc c'est pas Aminata ou Kéra. Après, on sort certains messages du contexte. Mes avocats ont bien évidemment demandé l'ensemble de l'analyse du téléphone, et je sais ce que j'ai écrit, et je démontrerai qu'il y avait des messages qui étaient bienveillants, et j'ai insisté pour dire qu'il y avait de la place pour deux. Donc, comme l'indiquent les enquêteurs, le mobile de la jalousie sportive ne tient pas. En tout cas, pas du tout à ce moment-là, en plus. Parce qu'à ce moment-là, tout se passe bien pour moi sportivement. Au Paris Saint-Germain, j'avais un temps de jeu conséquent à ce moment-là. Je n'étais pas barré par Kéra Amraoui comme on essaye de le dire. Même 2 semaines avant l'agression, j'ai un message vocal de mon ancienne représentante. On avait la même à ce moment-là, Madame Suide, qui m'annonce que le directeur sportif et le coach sont très contents, très satisfaits de mon travail et de mes performances, et qui veulent me faire une prolongation de 2 saisons. Ça, c'est le 22 octobre. Donc, il n'y a aucun élément qui montre qu'à ce moment-là, c'est dans mon intérêt de faire ça. Bien au contraire, tout se passait bien pour moi. Ce qui est factuel tout de même, c'est que si on prend les chiffres en championnat avant l'agression, Kéra Amraoui est titulaire à tous les matchs. Vous occupez le même poste, celui de milieu de terrain défensif, et vous êtes titulaire seulement 3 fois en championnat. Il n'y a pas que des matchs de championnat qui ont eu lieu pendant les deux premiers mois avant cette agression. Il y a beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est pas un fait. C'est vrai que sur certains matchs de championnat, elle a démarré tous les matchs. Il y a des matchs en Ligue des Champions où j'ai démarré. Et puis, j'ai démarré avec Kéra Amraoui. La moitié des matchs que j'ai joués, c'était avec Kéra Amraoui. D'autres à sa place. Et c'est pas totalement la réalité de dire que je suis seulement un poste de numéro 6 défensif. Je pouvais jouer 8, et c'est d'ailleurs mon poste plutôt préférentiel. Donc j'ai été beaucoup utilisé à ce poste-là. Donc il n'y avait pas une concurrence directe seulement avec Kéra Amraoui. Ça, c'est faux. Aminata Diallo, dans les éléments qui ont été recueillis par les enquêteurs, il y a cette recherche qui les a beaucoup troublés. Recherche Internet avec les mots casser la rotule. Ça, c'est une recherche qui a été faite le 30 octobre 2021, donc juste avant, quelques jours avant l'agression. Et il y a une autre recherche aussi qui les interpelle, qui est la recherche sur les mots cocktail de médicaments dangereux. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Déjà, c'est bien que vous précisez que c'était le 30 octobre, parce que je crois qu'on avait laissé sous-entendre que la recherche certains ont mis comme intitulé « Comment casser la rotule ?» daté de la veille de l'agression, ce qui est totalement faux. C'est pas le bon intitulé. Effectivement, il y a une recherche qui a été faite autour de la rotule, mais qui ne concerne pas du tout l'agression. Voilà, qui concerne d'autres choses que j'avais vues avant. Je pense qu'avant de sortir cette recherche-là, il fallait aussi faire l'historique de la recherche d'avant et d'après. Donc là, encore une fois, c'est des éléments qu'on essaye de sortir. J'ai pas l'historique à ma possession aujourd'hui, mais je me souviens comment vous pouvez en arriver à
casser la rotule ou cocktail de médicaments dangereux. Comment on en arrive à ça? Dans quel contexte c'est possible? Comment on peut justifier? Le cocktail de médicaments dangereux, casser la rotule, je vais commencer par ça. Casser la rotule, il y avait un joueur qui s'était cassé la rotule à ce moment-là. Je me souviens. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait cette recherche-là. Donc ça n'avait rien à voir avec l'agression de Kera Amraoui. L'agression de Kera Amraoui était quelques jours après, effectivement, mais à ce moment-là, moi, je ne sais pas qu'elle va se faire agresser. Donc elle n'avait aucun lien avec l'agression de Kera Amraoui. Concernant les médicaments, c'était une recherche, parce que je voulais savoir si on prenait plusieurs médicaments en même temps, qu'est-ce qui pouvait être dangereux. Mais ça n'a encore aucun lien avec l'agression. Parce que ça ne s'est pas fait empoisonner, et à aucun moment j'ai voulu l'empoisonner. Donc ça encore, c'est des éléments isolés, sortis de son contexte pour essayer d'expliquer que je suis la commanditaire de cette agression. Dans les premières semaines de l'enquête, Aminata Diallo, la première piste prise par les enquêteurs, c'est celle de la vengeance amoureuse. Et le nom de Erika Abidal est cité dans le dossier. Pour vous, cette piste-là peut tenir? Vous dites qu'elle avait beaucoup d'ennemis. Je ne dis pas qu'elle avait beaucoup d'ennemis. Je sais qu'après, il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées. Cette piste de vengeance amoureuse, elle n'a pas été vraiment exploitée par les enquêteurs. Nous, à la lecture du dossier, la seule piste vraiment explorée depuis le départ, c'est la mienne. Ils ont quand même entendu le couple Abidal en fin d'année dernière. Ils ont été auditionnés, effectivement, seulement, comme d'autres personnes. Mais la piste n'a pas été explorée. La seule personne qui a été mise sur écoute, qui a eu des sonorisations, où on a convoqué à longueur de toute l'année mon entourage, c'est moi. Donc la piste n'a pas, à la lecture du dossier en tout cas, à notre grand étonnement, aucune autre piste a été explorée. Et d'ailleurs, je veux revenir là-dessus parce que, pareil, j'ai entendu qu'on avait laissé sous-entendre que c'était moi qui avais orienté les enquêteurs vers cette piste-là, ce qui est totalement faux, puisque, encore une fois, la première personne là a évoqué le nom de M. Abidal dans le dossier, c'est Sakina Karchaoui, lors de son audition du 10 novembre. Donc c'est pas moi. À aucun moment j'ai orienté les enquêteurs vers cette piste-là, puisque de toute façon je n'étais pas au courant de la liaison de Kera Amraoui avec M. Abidal, et ni que la puce était à son nom. À partir du moment où ils ont découvert ces informations-là eux-mêmes, ils m'ont posé la question effectivement lors de ma garde à vue si je savais quelque chose qui en avait un rapport avec ça. La seule chose que j'avais dit, c'était que effectivement le lendemain de l'agression, M. Abidal avait appelé Mme Amraoui, où elle lui avait demandé devant nous si sa femme était capable de faire ça. Derrière, ils m'ont posé la question si je pensais que ça pouvait être elle. J'ai tout simplement répondu que je ne sais pas du tout et que j'accusais personne. Donc voilà, c'est pas moi qui ai orienté vers cette piste-là. Dans le rapport auquel on a eu accès, il est évoqué à votre endroit qu'une des pistes, c'est aussi une forme de trouble du comportement, voire même d'un dédoublement de la personnalité. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ça ? J'ai été très affectée. Après, je sais d'où ça vient encore une fois. C'est monsieur Stéphane Selami, comme souvent, qui sort ce genre d'article à charge. Depuis le départ, ça fonctionne de cette manière-là avec lui. Donc, je sais que c'était pour, encore une fois, me salir, me diaboliser, pour me rendre encore une fois coupable. Je vous rassure, je vais très bien psychologiquement. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'encore une fois aussi, des personnes qui n'ont rien à voir à cette agression ont été citées. Donc leurs familles ont été touchées par ça. J'ai eu des discussions avec le fameux Bilal, avec qui j'ai fait une vidéo pour mes proches et pour ma famille, pour les rassurer par rapport à cette histoire. Qui est aussi, encore une fois, une manière de me rabaisser, de me diaboliser et de m'atteindre. Mais ça a pas fonctionné. Je vais très bien, je vous rassure, psychologiquement. Et je suis conscient de tous mes faits et gestes. Les enquêteurs ont pointé aussi un lien au cours de l'enquête avec le dénommé Jaja, un homme incarcéré dans un établissement pénitentiaire du côté de Lyon. Quels sont vos liens avec cet homme-là qui semble être le corbeau des auteurs des appels téléphoniques ? Oui, c'est important aussi de préciser exactement ma relation avec ce Jaja qui est cité dans l'affaire. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que c'est lui qui a passé les appels. Effectivement, les enquêteurs pensent fortement que c'est lui. Jaja, c'est un ami que j'ai connu à travers Kera Amraoui.
Je le tiens à le préciser parce qu'on le présente souvent comme étant exclusivement mon ami. C'est une personne avec qui j'avais des relations d'amitié, effectivement, qui suivait souvent nos matchs, qui nous encourageait à travers les réseaux sociaux, que ce soit moi, que ce soit elle et que ce soit d'autres joueuses. Aujourd'hui, c'est pas un secret. Il est ami de pas mal de joueuses de football. Donc là aussi, je trouve que en essayant de le présenter comme étant mon ami à moi, c'est une manière d'essayer de mettre encore un élément pour montrer que je suis lié complètement à cette affaire. Dans vos auditions, vous dites dans un premier temps que vous recevez des appels anonymes et ensuite vous vous rétractez, si je ne me trompe pas. Pourquoi ? Comme j'ai expliqué lors de ma garde à vue, parce qu'il y a eu une audition qui a été le lendemain de l'agression, et effectivement où je n'avais pas mentionné le fait que Jaja m'avait tenu au courant de ces appels-là, où lui dit qu'il connaît l'ex en question de Keram Raoui, qui lui a rapporté tous les éléments qui avaient été dits, parce qu'il était incarcéré. Et donc, en évoquant son nom, ça allait, pour ma part, c'est comme ça que je le voyais, lui rapporter des problèmes en plus sur le fait qu'il ait un téléphone en prison. Au moment où ils sont venus me chercher en garde à vue, pour ma garde à vue du 10 novembre, là, j'ai tout de suite expliqué oui, que c'était Jaja qui m'avait appelé, qui m'avait expliqué un peu l'histoire qui se passait autour de l'ex de Keram Raoui, des appels, et que je n'avais pas dit son nom dès le départ pour ne pas lui ramener des problèmes en plus concernant son incarcération. Et j'ai tout de suite expliqué, les enquêteurs, ils ont écouté ma version, ils l'ont compris, et j'ai fait derrière aucune cachotterie. Une grande partie du rapport est consacrée à vos conversations téléphoniques et les écoutes téléphoniques avec votre conseiller, le conseiller aussi de Khadija Toudani et Marie-Antoinette Katoto, César Mavakala. Et les enquêteurs comprennent une sorte de tentative de déstabilisation de la section féminine du Paris Saint-Germain, avec pour objectif l'éviction d'Ulrich Ramé, le manager, d'autres personnes, l'entraîneur Didier Lincoln qui finira par être licencié. Était-ce le cas? Était-ce le projet initial? Alors là, c'est une fable, c'est totalement inventé tout ça. Déjà, je vais préciser que y a une enquête qui a été ouverte, notamment pour tentative d'escroquerie en bande organisée, qui était en fait le moyen de pouvoir sonoriser mon appartement et ma voiture. Parce que dans le cadre de l'enquête de l'agression de Kiera, vu qu'il y avait très peu d'éléments contre moi, on ne pouvait pas le faire. Donc déjà, je pense que mes avocats, en tout cas, pensent que c'est une manière un peu déloyale pour pouvoir sonoriser mon appartement et ma voiture. Mais je pense qu'ils savent très bien que cette enquête-là va mener à rien. Pourquoi ? Parce que déjà, César n'est pas mon conseiller. On a dit que c'était mon conseiller. César n'a jamais été mon conseiller. Il m'a donné des conseils depuis des années de façon amicale, puisque c'est le concubin d'une très bonne amie à moi, et comme à d'autres joueuses dont qui il est proche, il m'a donné des conseils. Il n'a jamais négocié pour moi avec le Paris Saint-Germain, et donc cette soi-disant tentative d'escroquerie pour pouvoir obtenir ma prolongation et évincer Keram Raoui, Ulrich Ramé et le coach est totalement fausse. Effectivement, dans le cadre de la prolongation de Marie-Antoinette Katoto, elle avait certaines exigences, notamment par rapport surtout à l'aspect sportif, où elle estimait, et elle estimait d'autres personnes aussi, que peut-être pour continuer à avancer, en tout cas pour elle, pour qu'elle continue à progresser, pour son objectif notamment d'être ballon d'or un jour, le coach n'était pas un bon coach. Voilà. Donc, et puis aussi par rapport à la gestion de cette affaire, qui a été faite cette année-là, le clan de Marie-Antoinette Katoto, son entourage a estimé que il ne voulait pas continuer en tout cas au Paris Saint-Germain avec ces personnes-là. Ma prolongation a été évoquée avant cette affaire. Donc ça n'a pas été une chose qu'on a essayé d'exiger de la prolongation de Marie Katoto. C'est totalement faux. Effectivement, César en a discuté avec le club en donnant son point de vue, en disant que c'était injuste que par rapport à cette affaire, par rapport à ma garde à vue, je n'ai pas la prolongation que le club voulait m'offrir avant ma garde à vue. Mais en aucun cas, il y a eu des menaces ou des moyens illégaux pour pouvoir évincer ces personnes-là. On a dit aussi qu'on a du coup laissé fuiter certaines choses concernant le coach dans la presse, notamment concernant l'affaire d'une agression sexuelle sur une joueuse du club, ce qui est totalement faux. Mon appartement et ma voiture a été écoutés pendant 10 mois.
on a des conversations avec César où à ce moment-là, on s'étonne que l'information sorte dans les médias. Je crois que c'est Vanessa Lemoine qui le sort. Et on se pose la question de qui l'aurait sorti, dans quel intérêt. Et en aucun cas, on a sollicité Molina pour le sortir, etc. Donc ça, les écoutes le prouveront. C'est totalement faux. En tout cas, on n'a rien à voir avec le fait que cette info soit sortie dans les médias. Un autre nom important du football français est ressorti dans cette affaire, c'est celui de Kylian Mbappé et plus précisément de sa maman, Faisal Amari. Les enquêteurs, à travers leurs écoutes, relèvent des conversations où Faisal Amari, lors de ses réunions avec la direction du Paris Saint-Germain, aurait évoqué votre avenir au club. Était-ce un appui pour vous ? Comment vous avez apprécié cet échange avec Faisal Amari ? Avec Faisal Amari, on avait plusieurs projets en commun, notamment de documentaires et puis d'autres projets aussi qui concernent des affaires, des actions envers des jeunes, des personnes handicapées, etc. Et c'est vrai que effectivement, elle a évoqué mon cas au niveau de la direction du Paris Saint-Germain, dans le même cadre, dans le même objectif que César, c'est-à-dire d'exprimer son point de vue et de dire au club, bon, Aminata, le club voulait la prolonger avant sa garde à vue, ça serait injuste qu'elle ne prolonge pas, mais en aucun cas il y avait une volonté de forcer le club à me prolonger. C'est totalement faux, la preuve, sinon j'aurais prolongé avant Kylian ou avant Marie-Antoinette Katoto. Ça n'a pas été le cas, ça a été un soutien par rapport à une situation qui pensait que c'était injuste par rapport à moi, tout simplement. C'était un sujet évoqué lors de réunions de Faisal Amari pour la prolongation de son fils. Non, pas forcément. Il parlait peut-être d'autres choses avec la direction. Il est arrivé qu'elle les a croisés au stade par rapport à moi, mais c'était pas du tout un élément qui faisait partie de la prolongation de Kylian. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que mon cas, puisque elle aura surtout en fait fait part de notre projet de documentaire. Voilà, qu'on allait faire. Exactement. Et donc c'est dans ce sujet-là évoqué qu'effectivement elle a aussi donné son point de vue par rapport à ma prolongation, où elle estimé que voilà, avec le temps, qu'il fallait que toutes les deux, que ce soit moi ou Kéra, qu'on retrouve notre situation normale. Ça a été sa position depuis le départ. Donc là encore, on essaye de diaboliser toutes les personnes qui ont été autour de moi, qui m'ont apporté leur soutien, pour essayer de montrer qu'on a voulu escroquer le Paris Saint-Germain, ce qui est totalement faux et infondé. Et pour autant, Aminata Diallo, le fait que la mère de Kylian Mbappé vous soutienne, ça n'a pas marché. Il n'y a eu aucun engagement écrit, aucune promesse de prolongation de la part du club. Aucun engagement écrit, oui. Après, mon entourage avait rencontré le club au mois de juin, début juin, où le club avait donné sa parole et puis avait exprimé l'envie de me prolonger. Il nous avait demandé du temps. Parce qu'il y avait pas mal de choses à régler en interne, la situation des directeurs sportifs, des coachs, etc. On a vu que même le coach a mis beaucoup de temps avant qu'il signe. Donc on m'a exprimé le fait que le club voulait me prolonger. Jusqu'au 18 juillet, j'étais persuadée que j'allais prolonger. En tout cas, c'est ce qu'on m'a laissé croire. C'est pour ça que j'ai continué à bénéficier de la voiture du club, de l'appartement, après le 30 juin. Et puis finalement, autour du 20 juillet, on me dit que je ne vais pas être prolongée pour des raisons sportives, alors que bien évidemment, j'avais moi écho déjà de ce qu'y pensait l'entraîneur qui était arrivé au club au niveau sportif, qui appréciait mon profil et qui était pour ma prolongation sur l'aspect sportif, mais qu'après tout ce qui concernait l'extra-sportif, il laissait ça à la direction. Et déjà là, j'avais des petits bruits qui laissaient sous-entendre qu'effectivement, il y avait une enquête en cours, que je pouvais être condamnée au mois d'octobre et que donc, du coup, je comprends que voilà, j'ai été pas prolongée à cause de cette affaire, quoi. À la fin de l'été, il y a une nouvelle plainte à nouveau de la part de Didier Olénicole, votre ancien entraîneur au Paris Saint-Germain, qui porte plainte pour X, pour dénonciation calomnieuse. Il estime avoir été instrumentalisé, jeté en pâture, ce qui a abouti à son licenciement. Et il vous vise, ainsi que César dans ses propos. Qu'est-ce que vous répondez à Didier Olénicole ? Je pense qu'il a lu tout simplement ce qu'il a vu dans les médias. Et pense qu'on est derrière ça. Il va se rendre compte à travers sa plainte qu'on n'a strictement rien à voir dans la diffusion médiatique de cette rumeur. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est que
Il y a eu l'info là où le coach pouvait être suspecté d'avoir eu une agression sexuelle envers une joueuse qui a été sortie au mois de mai. Nous, on venait de l'apprendre il n'y a pas très longtemps. On n'était pas forcément au courant. C'est quelque chose qui nous a un peu choqués. Moi-même, j'avais pris sa défense. Ça se savait dans le groupe depuis l'été dernier. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Pour ma part, j'étais pas au courant, par exemple. Voilà, j'étais pas au courant. Il y avait certaines joueuses qui étaient au courant, apparemment, c'est ce que j'ai découvert, mais moi, j'étais pas au courant. Et donc, quand l'information est sortie, moi, on m'a posé la question et j'ai pris sa défense. Moi, j'estimais à ce moment-là que c'était pas juste qu'on le présente comme un prédateur sexuel, que peut-être il avait eu effectivement l'été des gestes un peu déplacés, mais parce que c'était la première fois qu'il entraînait un groupe de filles et que c'était peut-être aller trop loin. Mais à la sortie de toutes ces informations au niveau des médias, il y a des membres du club qui sont venus au centre et qui ont interrogé certaines joueuses. Et là, il y a certaines joueuses qui ont aujourd'hui quitté le club, ont aussi dit qu'elles avaient été victimes de son attitude déplacée. Donc voilà, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et c'est ce qui a précipité, on va dire, sa mise à l'écart du groupe. Et donc, il a tout de même été blanchi par l'enquête interne par la suite. Ça, oui, effectivement, c'est ce que j'ai lu dans les médias, mais dans tous les cas, à aucun moment on s'est servi de lui pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Et par ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui c'est facile pour lui de remettre ça sur nous. Dès le départ, dès le mois de novembre, c'était le premier à vouloir se débarrasser de Keram Raoui à la trêve, qui estimait qu'il ne pouvait pas garder les deux joueuses avec cette affaire. Et puis il m'avait fait comprendre qu'il aurait qu'il a eu ces discussions avec moi, mais pas avec l'autre joueuse concernée. Donc ça laissait sous-entendre que c'était elle qui allait partir au mois de janvier. Il a passé toute la deuxième partie de saison à parler plusieurs fois avec Marie-Antoinette Katoto, avec Adija Toudjani, en lui disant qu'il avait besoin d'elle, qu'il savait que la situation était très compliquée, qu'il comptait sur elle et qu'il voulait, à la fin de la saison, dire au club que c'était lui ou Keram Raoui. Donc aujourd'hui, maintenant qu'il a été, on va dire, évincé du club, il va dans une direction contre nous, ce qui est un peu facile parce que j'ai été mise en examen dans cette affaire, mais ce n'était pas sa position pendant toute l'année. Vous avez également annoncé porter plainte contre le Paris Saint-Germain à la fin de l'été, suite à la non-prolongation, en tout cas à l'échec des négociations. Qu'en est-il aujourd'hui de cette action judiciaire ? Je n'ai pas annoncé que j'allais porter plainte contre le PSG. C'est vrai qu'il y avait une volonté en tout cas de demander justice. Ça ne concerne pas effectivement ma non-prolongation. C'est pas sur le fait que le PSG n'a pas voulu me prolonger, c'est qu'il y a eu des manquements par rapport au club. On a notamment dit que j'avais demandé qu'on me laisse la voiture et l'appartement à disposition pour pouvoir me retourner après l'annonce de ma non-prolongation, ce qui est totalement faux. Au moment où on m'a annoncé que je ne prolongeais pas, j'ai tout de suite demandé au club de me fournir les quittances de loyer pour pouvoir payer l'appartement de moi-même d'une autre manière. On m'a jamais exigé de date où je devais rendre la voiture. Effectivement, on m'a envoyé des messages pour me demander si les semaines suivantes j'étais disponible pour pouvoir rendre la voiture. À chaque fois, j'ai répondu positivement. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. On ne m'a jamais indiqué de date et d'heure pour pouvoir déposer la voiture. Après, il y a eu des manquements faits. Aujourd'hui, c'est mon avocat, Maître Brussa, poursuit les actions en cours. Ce qui concerne ce volet-là, c'est une question de droit civil et de droit sportif. Et effectivement, il y a des choses qu'on réclame. Et ce n'est pas aujourd'hui le fait que je sois mise en examen que je vais laisser cette affaire sur le côté. Et comment vous voyez la suite, Aminata Diallo, pour vous, pour l'enquête ? Aujourd'hui, j'ai extrêmement confiance en mes avocats. On a demandé d'avoir accès à toutes les écoutes, toutes les sonorisations
à toute la base de données de mon téléphone, où on est persuadé qu'avec ça, on va réussir à me sortir de cette affaire. On va démontrer que effectivement, il n'y avait pas une haine comme les enquêteurs la dépeignent envers Kéra Amraoui, où il y a énormément de messages qui sont bienveillants envers Kéra Amraoui et plein d'autres choses où on a l'impression que les enquêteurs ont été partiaux dans cette enquête, à la connaissance un peu déjà du dossier, de différents procès-verbaux. Il y a énormément d'éléments qui ne sont pas mentionnés, qui sont à ma décharge ou qui viennent contredire certaines versions des faits qui semblent m'incriminer. Quel type d'éléments qui ne sont pas mentionnés ? Un exemple, on a insisté pour dire que on a dit que j'avais insisté pour déposer Sakina Karchaoui en première pour pouvoir me retrouver seule avec Kéra Amraoui, alors qu'en fait c'est Sakina qui m'a demandé de la déposer en première pour qu'elle puisse voir la seconde mi-temps du match OM Lazio. Donc ça, c'est des éléments à décharge. Dans mon téléphone, il y a aussi tout ce qui concerne les échanges avec ma représentante à ce moment-là, des faits, Sonia Suide, qui montre que tout se passe bien pour moi au niveau sportif à ce moment-là, que la situation sportive me convient parfaitement, que tous les feux sont au vert pour que la suite de la saison se passe bien pour moi. Il y a aussi des messages où j'indique à mon entourage que la relation avec le coach est très bonne, et c'est vrai qu'elle était très bonne, une relation de confiance avant cette agression. Il m'avait fait part d'un peu de la confiance qu'il avait envers moi, et l'a montré en m'alignant plusieurs fois sur le terrain, en me donnant pas mal de temps de jeu. Et donc voilà, ça on le met pas forcément dans le rapport d'enquête parce que c'est des éléments à décharge qui vient atteindre un peu le mobile de la rivalité sportive. Il y a quelques semaines avant votre interpellation et votre mise en examen, je crois savoir que vous espériez retrouver un nouveau challenge, un nouveau club. Il y avait des contacts avec d'autres clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous espérez rejouer au foot un jour ? C'est vrai qu'avec cette affaire, tout au long de l'année, elle m'a fait beaucoup de tort au niveau sportif. Contrairement à ce qu'on pense, je savais qu'il y avait une enquête qui était beaucoup axée autour de moi, puisque, encore une fois, il y a plusieurs personnes autour de moi qui ont été auditionnées, interrogées. Et donc, il y avait beaucoup de bruit qui courait aussi dans le monde du football, qui laissait sous-entendre que je pouvais être lié à cette agression-là. Et donc, forcément, c'est pour ça que je n'ai pas prolongé au Paris Saint-Germain. Et d'autres clubs aussi ont peut-être préféré être prudents par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'à l'état actuel de l'enquête et de la situation, ça va être compliqué de trouver un club pour le moment. Avant ça, mon premier combat, c'est de prouver mon innocence, de sortir de cette affaire. Et puis après, on verra ce que l'avenir me réservera. Mais vous avez à un moment réfléchi pendant cet été, au cœur de l'été, à arrêter votre carrière ? Ah oui, tout de suite au mois de juillet. Bien sûr que ça a été une réflexion très poussée même, parce que je trouvais qu'il y avait de cette affaire beaucoup trop d'injustice en fait à mon égard, que ça a été très dur pour moi de sentir qu'on m'enlevait ce que je devais avoir avant cette agression. Voilà, c'est mon ressenti. Encore une fois, je précise que pourquoi ma volonté de vouloir prolonger au PSG et pourquoi certaines personnes ont essayé d'œuvrer dans ce sens-là, c'est tout simplement parce que c'était la situation avant cette agression. Voilà. Donc en tant qu'innocente, bien évidemment, ça a été très dur pour moi d'avoir toutes ces conséquences-là de cette garde à vue-là. Et donc bien sûr que j'ai à un moment donné aussi pensé à arrêter parce que à un moment donné, il y a d'autres projets de vie qui, pour moi, passaient devant le football, parce que le football, depuis un petit moment, me donnait plus de choses négatives que positives. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans un autre état d'esprit, une autre réflexion. Et voilà, je vais me battre jusqu'au bout pour prouver mon innocence et continuer à élaborer des projets qui me tiennent à cœur. Vous étiez en fin de contrat en juin dernier. Au vu de l'évolution de l'affaire, de la saison qui était de plus en plus compliquée, avec beaucoup de tensions au sein de l'équipe, pourquoi ne pas vous dire à un moment, je vais changer de club ?
vous n'aviez pas de promesse écrite à ce moment-là, seulement quelques satisfactions, comme vous en parliez à l'automne dernier. Vous auriez pu très bien vous dire je change de club, je pars sur un nouveau cycle de ma carrière. Parce que dès le mois de mars, j'avais plutôt un son de cloche, voilà, de toutes les discussions qu'il y avait, plutôt positif envers ma prolongation. J'avais déjà un peu écho de tous les changements qui allaient arriver. Voilà, donc raison de plus aussi pour expliquer qu'on avait de toute façon, moi ou d'autres personnes qu'on a citées, aucun intérêt à saboter médiatiquement certaines personnes du club, puisque c'était déjà évoqué sur le fait qu'ils allaient peut-être être remplacés, voilà, par d'autres personnes. Et ces d'autres personnes-là étaient plutôt pour ma prolongation, en fait. Donc c'est ce qui a fait que jusqu'au dernier moment, je ne suis pas allé voir d'autres projets parce que ma prolongation au Paris Saint-Germain était vraiment envisagée en fait, voilà, par le club, et il y avait plutôt des signaux positifs par rapport à tout ça. Parfait, merci beaucoup Aminata Diallo de nous avoir accordé cette toute première réaction. Merci à vous de m'avoir accordé le droit à la parole aujourd'hui.